Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bright, le podcast qui met en lumière les travailleurs et travailleuses de l'ombre de l'industrie musicale. Bright. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Morgane Hagopian, attachée de presse chez Wagram. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux un peu me présenter ton métier? Quel est ton rôle et quels sont tes objectifs? Ouais, alors du coup, moi je suis attachée de presse chez Wagram depuis 4 ans en juillet. Donc le temps passe finalement. Et en fait, moi je suis surtout spécialisée sur tout ce qui va être la partie web. En gros, on est 5 attachés de presse à Wagram qui s'occupent de tous les labels principaux. Donc il y en a 6, si je dis pas de bêtises. Et on a tous une spécialité. Donc tu as quelqu'un qui va s'occuper de la presse, quelqu'un qui va s'occuper de la radio, quelqu'un qui va s'occuper de la télé et de la radio. Et moi, avec mon binôme Clara, on s'occupe surtout du web et de tout ce qui va être influence. Donc ça peut être par exemple tout ce qui va être les webzines, les médias sur Instagram, donc Combini, ce genre de choses. Et maintenant, on essaye aussi de développer l'influence qui devient hyper important, et les podcasts aussi. Ça tombe bien. Et j'ai aussi un peu une partie, en fait, on essaye de toucher à tout type de médias. Et donc, je travaille aussi un peu quelques émissions télé en plus. Et quand j'ai le temps, mais là, ça commence à devenir compliqué, on va pas se mentir, je travaille aussi sur les tournées d'artistes, donc pour la presse régionale et locale, par exemple. Ok, waouh, tu brasses un éventail hyper large en fait. Et du coup, comment est-ce que entre vous avez tout le catalogue d'artistes? Waouh, ok. Oui. Vous avez tout le catalogue, mais c'est incroyable. Ouais. Alors, Vagram, c'est une grosse entité, donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais nous, on a les 6 labels principaux. Donc, ils vont être 3e Bureau, 5-7, Belém, Chapter 2, Labrea et Balagan. Je les ai tous eu d'un coup. C'est super dur parfois. Donc, les 6 principaux. Et ensuite, tu as des labels qui sont distribués par Vagram et un peu différents types de contrats où nous, on ne se charge pas de la promo parce que sinon, clairement, on aurait juste plus de vie. Et avec Clara, du coup, nous, on fait vraiment en fonction de l'affect qu'on a avec les artistes, ou plutôt vis-à-vis de leur projet, et aussi en fonction des sorties qu'on a pour essayer d'éviter de faire concurrence et envoyer 3 titres en même temps aux mêmes médias, etc. Voilà. Ok, ouais, donc ça fait quand même une charge de travail colossale. Je pensais que vous étiez. Je savais pas en fait qu'il y avait des gens qui étaient spécialisés sur plutôt la presse écrite, plutôt sur le numérique, et du coup, je pensais que vous étiez 5-6, mais à un peu tout faire, mais à vous répartir les artistes en fait. Mais waouh, c'est hyper impressionnant. Oui, du coup, Clara et moi, on a cette chance de pouvoir se séparer les artistes, donc on a à peu près 20 artistes chacune. Ok. Ce qui est déjà beaucoup en vérité. Mais par exemple, mes autres collègues, ils s'occupent de tous les artistes. Donc c'est encore plus colossal comme charge de travail en vrai. C'est zinzin. Est-ce que tu peux du coup un peu me parler de ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé jusque-là? Si t'es passé par, je sais pas, du journalisme ou des choses qui n'ont rien à voir? Alors j'ai un parcours un peu qui allait tout droit et qui est hyper aléatoire en même temps parce que j'ai commencé en licence d'art du spectacle, donc un peu troubadour. Mais ensuite, je me suis spécialisée dans l'administration parce que je me suis dit qu'en vrai, la pratique artistique, c'était cool, mais qu'il fallait quand même un background à côté et un plan B. Et ensuite, j'ai fait un master en gestion des arts et de la culture, mais qui était surtout spécialisé dans tout ce qui va être les industries culturelles et muséales. Donc pas du tout relié à la musique, mais j'ai quand même essayé d'apprendre tout ce qui était lié à la musique et comme je pouvais à travers ces études-là. Et en fait, ce master était en alternance ou stage. Et du coup, pendant cette période-là, j'ai essayé de faire le plus de stages possible parce que je voulais pas me concentrer juste sur un métier en particulier. Donc, j'ai fait de la régie dans le théâtre, de la diffusion, de l'attaché de presse, mais dans le théâtre aussi. Et ensuite, il y a eu le Covid, comme beaucoup. Et j'ai réussi quand même à creuser. J'ai fait plusieurs stages en tant qu'attaché de presse dans la musique, mais qui sont arrivés totalement involontairement, en fait. De base, je me destinais pas du tout à ce métier. C'était pas spécialement un métier qui m'intéressait, honnêtement. Et en fait, j'ai eu des trop mauvaises expériences dans ces 2 stages-là. Dans la musique, c'était dans des agences indépendantes. Il y en a une autre où j'ai fait un stage et ça s'est plutôt bien passé. Juste en fait, quand c'est en Covid et en télétravail, c'est trop dur d'apprendre des choses et surtout de ne pas avoir de contact quand ton métier c'est attaché de presse finalement. Et je pensais que j'avais fini mes stages pour l'année. Mon maître de stage et de master m'a dit en fait, il te reste 2 heures à faire. T'as pas ton master si jamais tu ne les fais pas. Donc, petit coup de pression.
J'ai postulé à Vagram pour ce stage-là parce que c'était le seul qu'il y avait, en vrai. Et j'avais postulé plein de fois à Vagram avant, mais en chef de projet, ce genre de choses en stage, ils m'ont jamais pris, jamais eu une réponse. Jamais eu une réponse. Et là, j'ai postulé en tant qu'attachée de presse junior en stage. Et j'ai été prise parce que je me suis trop bien entendue avec l'équipe, en fait. Et il y a vraiment eu une symbiose. Et c'est comme ça que je suis arrivée là. Et en fait, j'ai pleuré les 3 fois où j'ai dû partir, où j'ai failli partir parce que j'étais en stage. Ensuite, j'ai été en CDD. Et en fait, j'ai tellement pleuré qu'ils se sont dit, bon, peut-être qu'elle fait pitié, donc on va la garder. En vrai. Peut-être parce que tu bossais bien aussi, sans je doute. pense. Mais ça s'est plus ou moins passé comme ça, en vrai. Ok, donc rien ne te prédestinait à être dans la musique, enfin, et encore moins chez Vagram. Et puis finalement, le destin a bien fait Oui, les choses. vraiment, le destin a bien fait les choses. Après, j'ai un parcours de grosse fangirl aussi. Donc, j'étais fan des One Direction et des 5 Seconds of Summer il y a Comme 15 comme ans. beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens. Et il faut savoir que la majorité des fangirls, en vrai, maintenant, parfois elles le disent pas, mais beaucoup le disent. Et en vrai, on travaille tous dans l'industrie musicale. Vraiment, tous les gens que je connais qui étaient fans de boys band, tout ça, travaillent dans l'industrie musicale maintenant. Comme ça, tu es au cœur de l'info. Au Tu as cœur de les l'info, nouvelles Et à direct. l'époque, j'organisais tous les meet-up de fans pour les 5 Seconds of Summer et j'ai même créé un webzine. Donc là, c'était plus quand j'écoutais du métal, ça arrivait par la suite. J'ai créé un webzine et du coup, je suis devenue journaliste pour un webzine et j'ai changé de parcours finalement, quoi. Donc, il y avait quand même Il y une a eu brèche qui était une déjà brèche, ouverte. mais enfin, je connaissais pas du tout le métier d'attaché de presse quand j'avais un webzine. Ok, mais c'est trop cool. Est-ce qu'on peut parler de campagne de presse du coup, ou de campagne tout court d'ailleurs? Alors, nous, on n'utilise pas vraiment le terme parce que, en vrai, on l'a juste jamais utilisé, ça n'a pas été trop naturel pour nous. Mais par contre, en vérité, oui, c'est une campagne de presse. On s'occupe généralement des artistes quand il y a de l'actu. Donc, par exemple, ça peut être sur un EP, sur un single, sur un album. Généralement, quand il y a un single, c'est qu'il va y avoir un EP ou un album derrière. Et donc, c'est une campagne qui va durer pendant plusieurs mois. Donc, en vérité, c'est une campagne, c'est pas juste. Ok. Et tu te souviens de ta première mission ou ta première campagne justement, la première que tu as pilotée? Alors, j'ai un petit doute. Je pense que la première que j'ai faite, c'était sur une artiste qui s'appelle Nova Edita, qui est plus chez Vagram maintenant, mais il y a aussi eu Mayra qui est arrivée par la suite et qui est toujours chez Vagram et qu'on adore. Et donc, on va plutôt dire Mayra parce que c'est vraiment là où j'ai pris le contrôle et les responsabilités toute seule quand j'étais en stage. Et c'était trop chouette. J'allais dire, tu t'es sentie comment justement? T'avais peur Mais à l'époque, j'étais une énorme flippette. Quand j'étais en stage, j'avais trop peur de parler pendant les réunions. C'était hyper impressionnant pour moi. J'étais phobique du téléphone. Donc, être attachée de presse, terrible. En fait, je suis quelqu'un qui est plutôt introverti en vrai dans la vie de tous les jours. Donc, appeler, relancer plusieurs fois par mail, c'était terrible, c'était horrible. Et j'ai pris des mois avant de m'habituer en fait à faire ce travail-là. Et en fait, maintenant, c'est super naturel et je peux appeler n'importe qui, n'importe comment. Relancer 20 000 fois, c'est pas trop mon genre quand même. Mais en tout cas, c'était super stressant au départ. Ouais, avec le temps, ça finit par venir quoi. Oui, bon, il n'empêche que je reste une stressée de la vie, donc des fois, je vais quand même être stressée sur certaines campagnes quand je sens la responsabilité qu'il y a derrière, mais... On n'est pas parfait, hein. Et non. Et quand un ou une artiste arrive dans ton portefeuille, entre guillemets, tu commences par où en fait? Comment ça se passe en fait entre l'artiste, le ou la managereuse, toi? Enfin, comment est-ce que vous démarrez votre travail commun? Alors, je vais prendre l'exemple d'un ou une artiste, si on le signe là tout de suite, parce que quand ça fait un moment, c'est un peu plus compliqué. Mais là, par exemple, on a eu beaucoup de signatures d'artistes dernièrement. Et dans ce cadre-là, du coup, bon, déjà, il y a l'annonce de la signature, on rencontre un peu les équipes. Ce qu'on fait généralement, c'est une rencontre avec l'artiste et son équipe, donc le management généralement, et aussi la chef de projet, mais bon, qu'on côtoie tous les jours. Et justement voir un peu comment on va s'organiser. Le management, généralement, c'est aussi la personne qu'on a en direct, mais on a aussi très souvent, nous, les artistes, en direct aussi, pour voir un peu quel est le feeling, savoir s'ils sont prêts à faire telle ou telle promo, parler de certains sujets. Enfin, c'est important pour nous de pouvoir parler tous ensemble et pas seulement au management. Aussi parce qu'on a la chance de travailler beaucoup d'artistes en développement, donc c'est plus facile de parler tous ensemble. Oui, aussi d'accès que des énormes superstars. Donc c'est un peu cet avantage-là. Et donc, quand on signe un artiste, on fait cette rencontre-là et ensuite on fait directement une deuxième rencontre, mais seulement avec l'artiste, où du coup on peut vraiment parler tous ensemble, lui expliquer ce que ça va être en fait la promo, parce que généralement ces artistes-là, ils en ont pas encore fait ou très peu, donc ils savent pas.
et leur demander: «Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux faire du média training? Est-ce qu'il y a des sujets dont tu veux parler, des sujets que tu veux pas aborder?» parce que c'est aussi hyper important que l'artiste se sente en sécurité, là-dessus et qu'il sache qu'on est en backup en vrai quand même. Et comment tu t'imprègnes d'un projet musical qu'on t'apporte ou qu'on va t'apporter, et comment tu fais pour en parler avec conviction, même si c'est pas forcément, par exemple, un style que tu écoutes toi dans ta vie perso, pour en parler avec conviction à des journalistes, à des médias ou à des influenceuses? Bah, justement, ce rendez-vous artiste, pour moi, est hyper important parce que ça nous permet aussi d'avoir la vision de l'artiste et qu'il nous explique vraiment qu'est-ce qu'il a voulu faire, dans sa production, qu'est-ce qu'il a voulu faire en écrivant ces paroles-là, quels sont les sujets abordés, parce que des fois, c'est pas toujours aussi obvious en vrai dans les paroles, dans la production. Oui, enfin, plein de choses, mais en fait, on a vraiment beaucoup ce moment de discussion avec les artistes et aussi un moment que nous, enfin moi, je le fais toute seule dans mon coin, avec mon casque, où je vais écouter le projet en boucle, tout simplement, et me dire, ok, bon bah voilà, je prends des notes, ce genre de choses, et en fait, tu cumules les deux, tout simplement, et c'est super facile ensuite d'en parler parce que t'as et le discours de l'artiste et ce que toi t'as pu retranscrire, voilà. OK, OK. Est-ce que du coup, tu adaptes ton angle à chaque média ou est-ce que tu prépares entre guillemets «un discours principal» que tu vas après décliner selon le média en question? Ça dépend vraiment des artistes. Tu vois, quand c'est des artistes qui vont être très militants, évidemment, il va falloir adapter le discours en fonction des médias parce que tu vas pas donner un discours qui est super militant à un média qui va être très généraliste. Et en même temps, bah, tu vas pas donner un discours qui est très généraliste à un média militant. Donc ça dépend vraiment du profil de l'artiste. Il y a des artistes pour lesquels, comme c'est un peu plus généraliste et populaire, on peut se permettre d'avoir un discours qui est déjà, entre guillemets, tout fait et ensuite l'adapter aux médias. Quoi qu'il arrive, on adapte toujours à la personne à qui on parle. Sinon, bah, en fait, c'est plus personnel, il n'y a plus d'humain derrière. Et Ouais, vous envoyez des copier-coller à tout le monde ce et serait horrible. Après, terminé, il y a des gens qui le font, mais nous, c'est pas du tout ce genre-là. Généralement, ce que je fais, c'est je vais copier-coller une trame principale qui permet, en gros, d'avoir, par exemple, le kit presse, la date de sortie, patati patata. Oui, ça, c'est des choses que tu vas devoir répéter, Je peux donc pas, autant oui, gagner voilà, du c'est temps, ça. quoi, bien sûr. Malheureusement, je peux pas l'inventer à chaque fois et faire un lien partagé, individuel, ce genre de choses, ça prendrait un temps monstre. Et ensuite, en fonction du média, de la proximité que j'ai aussi avec le journaliste, je vais pouvoir me permettre de personnaliser et adapter. Mais ce sera toujours adapté. C'est quoi pour toi une bonne campagne de presse? Qu'est-ce qui fait que tu sens que tu as bien fait ton travail? Est-ce qu'il y a des facteurs, que tu peux «mesurer» entre guillemets? C'est les résultats, hein, on va pas se mentir, quand quelqu'un te dit: «Ah oui, beh, j'ai vu cet artiste partout», bah, forcément, il y a une petite satisfaction derrière, qui se fait, là, en vrai, on a beaucoup de chance en ce moment parce que beaucoup de gens nous le disent sur pas mal d'artistes, du coup, on est un peu: «Yes!» J'allais dire, je ne vois que Vagram dans mon feed. Bon, peut-être que c'est un petit peu orienté aussi, mais je ne vois quasiment que des artistes Vagram en ce moment dans mon feed. Donc Ça me c'est bon rassure, ça veut signe. dire qu'on fait du bon travail, mais oui, forcément, les résultats, sont hyper importants dans une campagne de presse. Après, quand il y a pas de résultats ou moins, ça veut pas dire qu'on travaille pas pour autant. C'est juste que, bah, des fois, un artiste, en termes médiatiques, il y a beaucoup plus de temps, à prendre pour le développer ou d'autres, ça va fonctionner en 3 secondes et demie. Donc, c'est vraiment aléatoire et en fonction du projet. Oui, ça va dépendre déjà de la personnalité aussi, puisque, enfin, je pense qu'on peut citer des noms vu que ça va être Oui. positif. Mais des gens comme Sam Sauvage, par exemple, en ce moment, bon, on le voit partout, mais il incarne aussi quelque chose. Il a l'air d'être, en tout cas, très favorable à se montrer, à se mettre en scène, etc. Donc, c'est peut-être aussi plus facile de diffuser, oui, si, de diffuser, Oui. de montrer ces artistes-là, plutôt que des artistes qui vont être un peu plus introvertis ou moins à Oui, c'est l'aise ça. à se montrer sur les réseaux, par Mmh. exemple. Oui, exactement. Bah, Sam Sauvage, pour le coup, si on le prend, lui, en fait, dès son arrivée, donc dès le premier EP qu'on a sorti, en fait, il était déjà super à l'aise, sur la prise de parole. Il était super à l'aise, avec le fait de faire plein de promos, ce genre de choses. Donc il y a pas eu cette période de média training avant, il y a pas eu, toute cette période de développement qu'on a avec certains artistes et qui est en vérité totalement normale. C'est juste que lui, bah, effectivement, ça a déroulé, super facilement, parce qu'il a un projet qui est plutôt populaire, accessible et qu'il est super facile à travailler, même en termes de discours et de prise de parole. Donc, Et justement, tu me parlais là de média training. Est-ce que tu peux un peu développer ce que c'est? alors le media training, c'est pas nous qui le faisons. On peut le faire, mais ça a beaucoup moins d'intérêt. Généralement, on aime que ce soit des journalistes qui le fassent. Et c'est quand un artiste a besoin tout simplement de média training, donc de s'entraîner à prendre la parole sur certains sujets ou tout seulement prendre la parole avec les médias.
Et donc, on demande une journaliste, ça dépend vraiment aussi de l'artiste qu'on a en face, de voir quel caractère matcherait le plus, tout ça. Et c'est en gros une séance avec un journaliste qui permet à l'artiste de s'entraîner à répondre aux questions d'un journaliste. Ou Ok, de d'accord. certains types de médias. Ça peut être, par exemple, si un artiste a plus de mal à parler face à une interview très rapide, je sais pas, on va reprendre l'exemple de Combini qui est très très rapide, ça peut être l'entraîner là-dessus, ça peut être aussi l'entraîner sur une télé où ça va être beaucoup plus développé, ce genre de choses. Ok, d'accord. Je savais pas que ça existait, tu vois. Je trouve ça assez intéressant. Est-ce qu'il y a des formats ou des médias que tu vas privilégier selon tes artistes? Enfin, je dis tes artistes, mais ton portefeuille. Oui, totalement. Il y a des artistes où, par exemple, ils sont beaucoup plus à l'aise avec l'influence, avec le fait de faire des formats Twitch, du streaming, parce que c'est des médias où tu es beaucoup plus à l'aise facilement, où c'est beaucoup plus léger, donc on va privilégier ça pour certains artistes. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus à l'aise, par exemple. Il y a des artistes qui sont, par exemple, beaucoup plus mode, beaucoup plus édito, où on va du coup privilégier des shootings, ce genre de choses. Donc oui, effectivement, on privilégie toujours en fonction de l'artiste et ce qu'il peut apporter aussi aux médias. Est-ce que tu travailles avec les autres équipes en interne chez Vagram ou est-ce que tu restes dans ton pôle, dans ton pôle attaché presse? Non, ça va, on n'est pas associables. C'est un peu le métier d'attaché de presse quand même. Déjà, nous, on travaille constamment, mais tous les jours en vrai avec les labels. Enfin, nous, en gros, je sais pas si tu as déjà vu les locaux de Vagram en dehors de la verrière. La verrière, Voilà. Mais en gros, nous, on est au milieu de tous les labels. Donc, c'est plein de petits espaces partagés et plein de petits bureaux. Et en gros, nous, il y a notre bureau. À côté, il y a un label. Et de l'autre côté de la porte, c'est les autres labels. Donc, en fait, on est au constamment centre, quoi. au centre. Et c'est hyper important qu'on soit tout le temps en contact avec eux. Parce que des actus sur les artistes, il y en a constamment. Les promos, il y en a constamment qui arrivent de nouvelles. Donc, il faut tout le temps qu'on soit en accès direct avec les chefs de projet, les directeurs de label, pour savoir si tout est OK, si... Enfin, en fait, on échange énormément pour tout ce qui va être coordination avec eux. Ça arrive aussi qu'on travaille avec le digital, par exemple, pour savoir les stats en streaming, sur le playlisting, ce genre de choses, parce que c'est aussi des arguments qui peuvent être hyper importants pour nous dans le cadre d'une promo et pour donner des arguments aussi aux médias. Donc, non, c'est hyper important. Ok. Et t'as des journées types où c'est hyper aléatoire et Une journée d'attaché de presse, ça peut être hyper aléatoire. Je peux être pendant une semaine entièrement au bureau, recroquevillée, à juste contacter des gens pour parler de single. Et ça peut être la semaine d'après, partir à Bruxelles sur un shooting avec un média pour un artiste et le lendemain faire 4 concerts. Et puis ça peut être des journées de 8 heures qui terminent à 23 heures aussi. Oui, ok, donc c'est hyper, ça fluctue, quoi. Ouais, ça fluctue beaucoup. Là, tu vois, cette semaine, en vrai, j'ai pas trop de promos. Mais par contre, j'ai des concerts tous les soirs. Donc, je vais aller au concert de 18 h à 23 h. Samedi, normalement, je travaille pas. Là, j'ai une promo avec une artiste, avec Suzanne au Zénith. Du coup, je vais arriver à 18 h, je vais être avec le média et je vais voir le concert ensuite. Oui, c'est une part du travail, mais ça reste, ça reste agréable quand même. C'est pour te donner une idée de Ouais, ok. de la charge de travail. Oui, donc c'est pas... Non, parce que le but, c'est aussi d'éduquer, enfin de montrer aussi aux gens certaines facettes du métier. Et par exemple, la dernière interview, c'était une bookeuse. Elle, pour le coup, elle a des horaires fixes. Elle fait un 10-19, quelque chose comme ça. Voilà, c'est plié. Et c'est aussi pour montrer aux gens que non, il y a des métiers où on travaille de manière totalement aléatoire. Voilà, pour le coup, ça peut être de jour comme de nuit. Par exemple, j'ai fait une promo avec... c'était Kalika, donc il y a 2 mois, où c'était un showcase dans une salle de concert et en fait ça a fini à 1 h du matin. Et c'est pas grave, c'est totalement ok, c'était trop chouette, on a passé un super bon moment, mais effectivement tu finis tard. Ou sinon ma binôme Clara, elle a fait une promo avec une artiste aussi où c'était une session et c'était de nuit, donc en fait elle a passé toute sa nuit en tournage. Mais en même temps, c'était super, côté, c'est trop bien de pouvoir se déplacer. Avant, je m'occupais des plateaux radio aussi, et donc en fait, il y a une semaine où j'ai fait Limoges, Strasbourg et Toulouse peut-être dans la même semaine. Je vois du pays. En fait, je vois juste les salles de concert, je vois pas du tout les pays. Mais est-ce que c'est pas la meilleure partie au final de chaque ville? J'aimerais bien pouvoir manger, je sais pas, manger local, voir quelques petits trucs, mais non, c'est pas encore arrivé. Tu collabores avec des artistes qui sont quand même très, très différents en termes
de style musical, etc. Est-ce que il y en a un ou une avec qui tu es plus à l'aise vis-à-vis de son projet Oh, la question piège, si je réponds un artiste, mais il y a Là, tous les tout le autres monde- qui Non, mais vont tomber est-ce que dessus. tous les artistes Vagram vont écouter ce podcast? Non, Non, probablement pas. En vérité, à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression de faire la promo de Vagram et d'être payée par Vagram, mais je vous promets, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, en dehors de mon salaire mensuel. Mais on a trop de chance à Vagram parce que tous les artistes avec qui on travaille ont quasiment tous dans nos âges. Et enfin, c'est que des mimis, en vrai, donc on s'entend super bien avec tous. Donc en fait, ça fait que même si de base, t'avais pas forcément d'affect pour la musicalité du projet, bah, en fait, t'as tellement d'affect pour la personne qu'au final, c'est super dur de choisir un artiste, quoi. Et chacun a son individualité, et je les aime trop tous. C'est une belle réponse. Voilà, Cette femme est pour la paix. je suis pour la paix. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses d'un tournage ou d'une campagne que tu as kiffé, ou au contraire qui était peut-être une catastrophe? Ça peut arriver. Il y a eu des catastrophes. On va pas se mentir. Après, bon, il y a toujours des catastrophes. Des fois, c'est la faute de personne et c'est juste, bah, il y a pas de chance. Hein. C'est comme Ouais, ça. comme nous la semaine dernière. C'est exactement ce que j'allais dire. Des fois, voilà, tu te claques la porte de ton studio et puis tu te retrouves enfermé dehors. Et y a pas de Avec ton problème. matériel à l'intérieur et il n'y a pas d'interview. Ça arrive. Voilà, ça arrive. C'est pas encore arrivé dans le cadre d'une promo, mais Il faut pas crier trop ouais, vite. oui. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, des fois, tu fais 1h30 de tournage et puis ensuite, tu tournes pas. Voilà. Mais sinon, il y a tellement de promos qui m'ont marqué. En vrai, celle qui m'a le plus marqué en 2025, c'est on est parti avec Her Story et Simone sur les backstage du clip de Je t'accuse de Suzanne. Et c'était fou parce que c'est toujours hyper chouette de participer au tournage. C'était des journalistes avec qui je m'entends trop bien. Donc en plus, il y avait vraiment une unisson trop chouette. Et bah, c'est un clip qui est super important. C'était qu'avec des victimes de VSS. C'était hyper impactant. Franchement, on est sortis, on était tous en larmes. Je suis rentrée chez moi, je regardais le plafond pendant 4 heures. Mais c'était hyper impactant et c'était une trop bonne journée. Voilà. Comment veux-tu qu'on continue là si Désolée, j'ai ruiné le mood. Non, mais ce clip est incroyable et il est très important au-delà de ça. Donc, je pense qu'on peut conseiller aux personnes qui écoutent d'aller voir le clip. Et de streamer Suzanne. Et de streamer Suzanne, surtout, voilà, pour valoriser le travail de Morgane. Est-ce que, du coup, tu élabores des stratégies, enfin, est-ce que c'est toi qui élabores les stratégies, alors je vais pas dire marketing, mais publicitaires, promotionnelles, médiatiques? Je sais pas si ça se dit, mais Voici. oui, en gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un doc partagé avec toutes les personnes de l'équipe. Et donc, il va y avoir promo web, promo TV, promo presse, promo radio. Et en gros, chacun met ses targets, en gros, de médias. Et donc, on élabore une stratégie en fonction du profil de l'artiste et aussi en fonction du développement où on en est. Par exemple, quand on est sur le début d'un projet, le but, ça va être d'identifier l'artiste auprès des médias. Donc, on va peut-être contacter 20 000 médias différents et voir en fait qui sont les plus sensibles au projet pour essayer de comprendre un peu quel est le profil de l'artiste et comment on peut le développer et avoir plus d'arguments. Et quand un artiste est déjà plutôt bien développé et par exemple on est sur un album vraiment, bah, c'est exactement la même chose sauf que on va un peu réduire le champ des médias parce qu'on sait aussi avec qui travailler. Et justement, je me posais la question tout à l'heure, j'ai oublié de te le dire. Quand tu es arrivé en tant que stagiaire du coup chez Vagram, donc tu n'avais aucune, enfin pas aucune, mais presque aucune notion en termes dans ce métier-là, dans l'industrie musicale. Tu as été guidé, on t'a donné un espèce de carnet d'adresses, parce qu'il y a pléthore de médias, d'influenceuses, etc. Donc genre, on te lâche dans l'arène et à toi de trouver, de te faire les contacts, ou t'as quand même un espèce de carnet d'adresses qui t'est un petit peu amené. Alors, j'avais déjà fait des stages en tant qu'attaché de presse avant, donc j'avais déjà quelques contacts, j'avais déjà eu des fichiers qu'on m'avait donnés justement, et j'avais déjà des contacts par exemple avec les Ferrarock parce que ça avait été ma spécialité dans mon stage d'avant. Et en fait, j'étais avec mes deux collègues du web à l'époque, il y avait Julia et Clara, qui avaient toutes les deux un fichier qu'elles partageaient, qui était un fichier commun qu'elles m'ont directement donné en mode bah, tu fais partie de l'équipe maintenant, on partage ce fichier. Et c'était un fichier de 1000 contacts web colossal. Donc je connaissais évidemment pas tous les médias et je connaissais pas les journalistes, mais en fait c'était aussi le moment de prendre contact et de devenir copine avec ces médias-là. Donc non, j'ai pas commencé de nulle part, heureusement.
On va parler plutôt réseaux sociaux maintenant. Tu me parlais d'influenceuse tout à l'heure. Mmh. Est-ce que ça rend ton métier plus simple ou plus complexe? Plus varié, on va dire, parce que, en vrai, quand je suis arrivée à Vagram, pour le coup, on était vraiment plutôt sur, c'était déjà les médias Instagram, c'était surtout Instagram, Facebook à l'époque. C'était qu'il y À a 4 ans. l'époque. C'était vraiment qu'il y a 4 ans. Mais les influenceurs n'étaient pas encore trop rentrés à l'époque dans cet ADN-là. Il y avait déjà des podcasts, mais c'était pas autant développé que maintenant. Et surtout, il n'y avait pas ni d'influenceurs, ni de streamers, en fait, de créateurs et créatrices. Il n'y avait pas encore de créateurs et de créatrices de contenu à l'époque. Mais en fait, ça a permis de faire en sorte qu'on a 20 milliards de champs des possibles maintenant. Donc en fait, si un artiste se développe moins, par exemple, sur les réseaux type Instagram, et ben peut-être qu'en fait, il va être vachement plus sensibilisé et sensible au travail des créateurs et créatrices de contenu. Donc ça permet juste de toucher encore plus à tout finalement. Donc c'est trop cool. Moi, j'adore travailler avec les deux types. Donc c'est plus trop un bien. avantage pour toi en tout C'est cas. totalement un avantage. Parce qu'on en parlait sur divers métiers, en tout cas, ça peut, pour certains, en tout cas, ça peut coincer le fait qu'il y ait des personnes extérieures qui arrivent. Je pense notamment aux journalistes. Donc, c'était pas dans le cadre du podcast, mais en extérieur, en tout cas, j'ai entendu des journalistes dire, en fait, nous, ça nous arrange pas trop cette histoire d'influenceurs, etc. Parce que nous, on a fait des études, donc il y a un espèce de petit, Il y a un petit diff guerre, entre les deux. etc. Il y a un diff. Alors que j'entends les uns et les autres, et en même temps, je trouve que c'est super intéressant parce que du coup, ça permet d'avoir certaines infos, de découvrir certains artistes de manière beaucoup plus accessible que Mais si oui, vraiment. on écoute la presse en ligne, etc. Oui, oui, et je suis pas du tout d'accord avec cette take de dire que en fait, les influenceurs vont remplacer les journalistes parce qu'en fait, déjà, potentiellement, il y a des influenceurs qui peuvent aussi être journalistes. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a des personnes qui vont parler face cam et en fait, qui sont totalement journalistes à côté ou qui sont journalistes mais vidéo. Et ça veut pas dire pour autant que des influenceurs qui sont pour le coup vraiment plus influenceurs ou créateurs de contenu vont remplacer les journalistes. Il y a totalement la place pour les deux. Et l'un n'empêche vraiment pas l'autre. Enfin, au contraire, ça permet juste beaucoup plus de diversité. Et comme tu le disais, ça permet à des gens qui, par exemple, vont pas lire les webzines, même si les webzines, c'est super. Et en fait, ça permet d'avoir beaucoup plus de travail développé. Mais des personnes qui ont beaucoup moins d'attention et qui peuvent se concentrer que 30 secondes sur TikTok vont découvrir un artiste via TikTok, alors c'est que d'autres toujours vont 30 juste secondes lire des webzines. Enfin, C'est ça. non, c'est trop cool d'avoir cette possibilité et de visibilité qui sont super différentes. Bien sûr, on parlait de Papy Amour tout à l'heure. Bon, on y revient. Enfin, moi, je trouve que totalement. c'est super parce que déjà, tu te prends d'affect pour le personnage. On va le saucer. J'espère qu'il va écouter l'épisode. Déjà, tu te prends d'affect pour le personnage. Au-delà de ça, tu as du visuel. Et en fait, en 30 secondes, tu as entendu un artiste, tu as eu le retour de quelqu'un qui a un œil professionnel sur le sujet. Enfin, t'as fait une découverte et en fait, t'as du contenu quasiment tous les jours. Donc, moi, je trouve que c'est hyper précieux. Oui, oui, c'est ça. Et puis en vrai, il y a plein d'artistes qui se développent aussi grâce à ça. Et donc, c'est un peu ingrat de penser que les créateurs de contenu, c'est pas un vrai métier ou c'est pas du travail. En fait, Non, parce que c'est beaucoup de c'est travail. beaucoup de travail. Je sais ce que c'est le montage derrière, juste la recherche en fait pour trouver ces artistes-là. Tout bêtement, c'est aussi des gens qui sont harcelés par mail par nous, les attachés de presse. On va pas se mentir. Donc en vrai, je vais pas dire que c'est le même travail qu'un journaliste, mais c'est tout autant de travail en fait. C'est pas du tout quelque chose qui est à discriminer pour autant. Enfin. Bien sûr, non, c'est des cibles différentes. Enfin, c'est Totalement. un métier à part en fait. Moi perso, je l'aimais pas journaliste quoi. C'est vraiment de la création de contenu qui n'a absolument rien à voir quoi. Oui, moi je suis pas si dure là-dessus parce que par exemple, je pense aux filles des Inrock qui sont Louise et Elisa. Oui, ce qui est passé dans le podcast aussi. Et voilà, et pour le coup, elles c'est aussi des journalistes et pour moi c'est aussi des créatrices de contenu. Elles ont les deux cases, tu vois. Non, ouais, et pour le coup, elles font du super bon travail et du coup, voilà, je le dis, je suis trop fan d'elles. Je suis très d'accord avec toi pour le coup. Et elles font du trop bon taf et pour moi c'est aussi des journalistes, mais voilà. Oui, c'est vrai que tu vois, j'avais pas pensé à cette partie-là. Je pense à elles direct automatiquement, mais en fait c'est tellement des fois du temps de recherche, de bosser sur ces artistes-là, de créer un truc autour. Et puis le temps aussi, parce que quand on en a parlé avec Louise, elle va voir beaucoup d'artistes, etc. en concert. Donc, tu as aussi toute cette partie-là qu'on voit pas forcément, mais de recherche, d'aller chercher les bons artistes, d'écrire après dessus. Enfin, effectivement, c'est énormément de travail. Oui, c'est ça. Et
qu'est-ce que enfin, du coup, je pense que ça va se rejoindre un petit peu, mais qu'est-ce que tu penses de l'essor des médias alternatifs qui font relais, on va dire, à la presse qui est un peu plus, j'appelle ça de la presse tradie, on va dire. On appelle ça aussi la presse tradie. En fait, c'est pas du tout négatif de dire de la presse tradie. Après, j'avoue peut-être que c'est un peu boomer de ma part, mais pour moi, j'aimerais que tout existe, tu vois. C'est vraiment ce truc de... En fait, la presse, c'est un super beau média aussi, c'est du papier, c'est un peu un des seuls trucs physiques qui nous restent. Du coup, c'est trop dommage de se dire que potentiellement, la presse, un jour, va juste disparaître parce que plus personne lit de presse. Pour l'instant, il reste encore des gens qui lisent de la presse, mais en vrai, c'est pas une cible qui est forcément jeune. Il commence à y avoir des magazines qui commencent à se développer autour de la jeunesse et des personnes de nos âges, mais ça reste encore un petit peu plus niche. Mais il y a des magazines qui sont trop beaux. Enfin, moi, je pense à Première Pluie, avec qui on travaille de temps en temps. Leur magazine est trop beau. De près de chez moi, d'ailleurs. Bah voilà, oui. Et pour le coup, la dernière fois, je suis passée à Strasbourg et j'avais pu le récupérer enfin, le papier. Et j'étais trop contente. Parce que... J'aurais pu t'en ramener un. Mais oui, si on allait parler après. leur magazine est trop beau et je trouve ça trop cool, en fait, qu'il y a encore des magazines qui se développent. Parce que c'est trop bien de tout avoir, en vrai. Et s'il vous plaît, arrêtez pas la presse, mais en même temps, continuez de faire de la création de contenu. Parce qu'il y a aussi cette problématique de... Alors, c'est pas le cas de Première Pluie parce que tu peux te le procurer gratuitement. Vous pouvez aussi acheter un abonnement annuel pour soutenir le projet, très important. Mais du coup, la presse papier est payante. Et donc, du coup, c'est aussi un frein pour certains et certaines, alors que tout ce qu'on a sur notre téléphone... c'est accessible et c'est gratuit, donc... C'est un peu le problème aussi, c'est que justement, c'est aussi l'avantage, c'est que ça permet aussi d'avoir un développement des publics, que ce soit pour l'artiste, mais aussi pour les médias, donc... je suis un peu partagée. Moi aussi, je suis partagée. C'est en fait le bonheur des uns fait le malheur des autres et inversement. Exactement. Quoi. Nous arrivons à la question fatidique. Est-ce qu'il y a un ou une journaliste ou un ou une créatrice de contenu musical que tu suis et que tu trouves hyper pertinente en ce moment? C'est parce qu'il y a trop de gens que je suis. Il va falloir en sortir le téléphone. J'ai une liste colossale. Attends. Je pense que, au vu de toutes les personnes que nous avons citées dans cet épisode, il va falloir que je fasse une description avec le compte Instagram d'absolument tout le monde. Bon, déjà, j'ai cité Louise et Elisa. Bon, elles font partie des inrocks, mais pour le coup, pour moi, ça reste quand même de la création de contenu parce qu'elles sont face cam. J'ai dit un ou une journaliste ou un ou une créatrice de contenu. Voilà, elles sont journalistes et créatrices de contenu. Elles sont trop fortes. Je les aime trop. Camille Emily, trop cool aussi, que j'adore. Marie de WeFM, qui est trop cool, elle fait aussi des vidéos facecam où elle parle de musique aussi en dehors de ce qu'elle fait à la radio. Il y en a tellement. Audrey Basset, Colline, GG de Jack aussi, qui est journaliste, qui fait du trop bon taf. Charles de la Face B, Pop Slay, que j'aime trop. Kalali, Théo Lemos. Bon, bref, vraiment, je pourrais en citer 20. Nous allons faire un hors-série avec toutes les... En fait, je cite juste pendant 30 minutes des noms. Non, mais en vrai... En ASMR. Et alors, du coup, je peux reciter si tu veux. Non, je rigole. Non, mais en vrai, c'est un truc aussi de... Enfin, moi, j'avais trop une sensibilité au journalisme, du coup, vu que j'ai eu un webzine, et juste à la création en général. Et du coup, tous ces gens, c'est aussi des gens avec qui je travaille, mais que j'admire. Et c'est un peu ça qui est trop cool dans ce métier-là, c'est que généralement, les gens avec qui je travaille, c'est aussi des gens dont je respecte de ouf le travail. Donc, voilà, je pourrais juste tous les citer parce que c'est aussi des gens avec qui je m'entends bien. Du coup, j'ai un peu envie de. On fera une longue description dans ce cas avec toutes les rêves de toutes ces personnes adorables. Oh, la liste interminable. Nous allons y arriver. Est-ce qu'il y a un projet hors Vagram, même tu peux, que tu aurais rêvé de défendre? Vraiment carte blanche. Artiste mort, vivant, Vagram, pas Vagram. Waouh. En fait, c'est compliqué parce que quand j'y pense, je me dis, les artistes que j'aime bien, vis-à-vis de mon métier, c'est probablement très boring à travailler parce que par exemple, je pourrais te dire Lady Gaga que j'adore ou Chappell Roan, mais en fait, c'est pas des artistes qui font énormément de promos parce qu'elles en ont pas forcément besoin. Donc, à part faire des shootings hésito sur Vogue, ce genre de choses, et c'est super stylé, en fait, pour le métier d'attaché de presse, je pense pas que ce soit très épanouissant. Donc... En vrai, j'aurais trop aimé bosser Théodora, mais c'est pareil. En fait, elle va arriver à un stade où elle a pas besoin de faire de promo tellement boss lady, quoi. Ouais, vraiment, tellement elle est boss lady, quoi. Ouais, le dernier clip était à se péter le crâne. Vraiment... En fait, je me dis, mais
tu vois, plus on avance et plus c'est À ouf. quel moment ça va s'arrêter? Mais grave. Et je me dis, enfin, moi, à un moment, je me suis dit, elle va plus pouvoir nous surprendre. Et si elle arrive encore à le faire, je me dis, Mais oui, c'est enfants, mais quoi. j'ai vraiment eu cette période de me dire, je vais descendre du train Théodora parce qu'il y a trop de titres qui sortent. Désolée, c'est un peu une take que moi j'ai du mal avec avoir des Ah bah moi je m'attendais titres pas tous les New Music Friday, tu vois. genre Demi To et Miss Kitoko sortent Ouais, à aussi vraiment. peu de temps d'écart, quoi. Et en fait, quand le dernier titre est sorti, j'étais vraiment en mode, ok, en fait, je ne peux pas descendre de ce Non. train parce que ce train ne s'arrête C'est jamais, il n'y a pas impossible. d'arrêt en fait, quoi. C'est Ah impossible. non, c'est Et en plus incroyable. le titre est ouf, donc Le titre est Même hyper si- addictif, visuellement, il est fou, enfin... Ouais, c'est un 10 incroyable. sur 10, quoi. Ouais. Enfin, je n'ai rien à dire. Ouais, et puis elle a l'air trop marrante, quoi. Donc je pense que tu vois, par exemple, pour le métier d'attaché de presse, bah, tout bêtement, là, j'ai vu, elle a fait une promo avec Squeezie. Donc nous, on travaille aussi ce genre de médias-là. Enfin, oui, on considère ça comme des médias. Donc ces influenceurs et créateurs de contenu-là. Donc, par exemple, dans son cadre, je serais allée avec elle sur tournage. Je pense que j'aurais beaucoup ri, quoi. Donc ouais, allez, on va dire Théodora. Allez, Théodora, ça va. Franchement, t'as clairement pas choisi la pire. Ah ouais, non. T'as même choisi la meilleure, je pense. Tu penses que ton métier va ressembler à quoi dans 10 ans? C'est un gros sujet, en vérité. Je me pose très régulièrement la question. Aussi parce que on voit beaucoup de choses se passer, en fait, vis-à-vis de ce média-là et vis-à-vis des médias aussi, qui sont, en vérité, le sujet de notre métier. Et du coup, tu vois, par exemple, les rachats des médias par l'extrême droite, c'est un gros sujet, on va pas se mentir, parce que c'est aussi... se dire, est-ce que tu as envie que les artistes avec qui tu travailles vont sur ce genre de médias-là? Malheureusement, il y a aussi beaucoup de médias qui ferment parce qu'ils n'ont pas financièrement la possibilité de continuer. Il y a aussi beaucoup de gens qui se font virer des médias. Donc en fait, il y a un aspect un peu grave et incertain en ce moment, je trouve, vis-à-vis du métier d'attaché de presse et des médias en général, qui font que, en vrai, j'espère que ça continuera. Peut-être plus vis-à-vis du coup de l'influence et des médias digitaux qui, eux, peuvent se permettre d'être un peu plus indépendants, pour certains. Mais en tout cas, j'espère que cette partie-là continuera. J'espère aussi que la presse continuera parce que c'est important. Mais c'est aussi la radio. Est-ce que d'ici 10 ans, ce sera tout autant écouté? Est-ce que ce sera totalement arrêté? En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer. On voit beaucoup de médias qui sont en déclin aussi. Et en même temps, on voit des émissions comme la matinale de Radio Nova. Non, c'est pas la matinale. L'émission avec Guillaume Meurice qui pète les stades complets. Et en même temps, comme tu dis, on est dans un climat... Enfin, on va peut-être être dans... Enfin, j'espère pas, mais être dans un climat politique assez incertain. Et au-delà, je pense, des médias, de la presse, etc., c'est vraiment la culture qui va être complètement remise en question et malheureusement potentiellement sur la sellette, quoi. Ah, mais je t'avoue que nous, on s'en rend déjà compte depuis un an où en fait, il y a des médias avec qui on travaille qui nous disent, en fait, nous, ils veulent plus qu'on fasse de culture, donc pour l'instant, on est juste à l'arrêt, quoi. Et donc, c'est des gens avec qui on a super bien travaillé pendant 2-3 ans et où là, aujourd'hui, maintenant, les journalistes, ils se tournent un peu les pouces parce qu'on leur refuse tous les sujets. D'où l'importance d'aller voter et du bon côté, s'il vous plaît. Exactement. Comment toi, tu te sens considérée dans l'industrie musicale? Est-ce que tu te sens considérée dans l'industrie musicale? Alors maintenant, oui, parce que j'ai plus d'assurance qu'avant. Mais ça dépend aussi vraiment des tournages que tu fais, ce genre de choses. Enfin, moi, le nombre de fois où, parce que je suis une petite meuf qui me maquille et qui est un peu apprêtée, on me prend pour la make-up artiste ou ce genre de choses. Et en fait, c'est pas du tout pour discriminer le métier de make-up artiste, mais en fait, la manière dont les gens disent ça, c'est hyper condescendant. Alors qu'en fait, quoi. C'est super méprisant. Alors qu'en fait, le métier de make-up artiste, c'est hyper important. On en a trop besoin aussi. Mais en fait, t'es attaché de presse, on dit direct, t'es make-up artiste ou ouais, t'es, je sais pas. Encore une fois, c'est le ton sur lequel c'est dit. Et généralement, c'est toujours des hommes. On va pas se mentir. Généralement, quand ça vient des femmes, c'est toujours beaucoup plus mimi. Donc, ça dépend vraiment des gens et ça dépend vraiment des médias. Les médias un peu plus vieux, généralement, sont un peu plus... un peu moins woke, on va se le dire ouvertement. Mais en vérité, là, moi, les gens avec qui je travaille sont tous super bienveillants parce que j'ai la chance de travailler avec des médias jeunes. On va dire ça comme ça. Donc ça va, artistes jeunes, médias jeunes. Artistes jeunes, médias jeunes. Voilà. Et les médias les moins jeunes sont quand même relativement ouverts sur ces questions-là. Et du coup, en vrai, ils peuvent pas se permettre aussi de pas être considérés parce qu'ils veulent les artistes avec qui tu travailles. Tu vois. Tu es obligé d'évoluer aussi à un moment donné, quoi. J'espère, mais pas tout le monde le fait. Hein, non, ça malheureusement, effectivement, il n'y a pas grand monde qui le fait. Oui. Mais bon.
Et du coup, pour clôturer ce superbe épisode, si tu devais passer le micro à quelqu'un de l'ombre ou à un métier de l'ombre en tout cas, qu'est-ce que tu choisirais? Je vais encore faire une liste interminable, je pense. Bah, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis que j'ai connus aussi, notamment à Vagram, et d'avoir créé une super sphère d'amis bienveillants qui travaillent dans la musique. Donc en fait, j'ai envie de donner le micro à 20 000 personnes. Mais là, comme ça, je pense surtout à Lucie, qui est aussi attachée de presse, mais qui a surtout monté, je sais pas vraiment si on peut appeler ça une asso, mais ça s'appelle Go Girls. Et du coup, elle fait le portrait de toutes les personnes qui se considèrent comme femmes ou non-binaires qui travaillent dans l'industrie musicale, donc qui est trop trop cool. Sinon, il y a Kai Baby, je sais pas si tu la connais, qui est DJ, mais qui a aussi plein d'autres projets dans l'industrie musicale. Elle a un projet, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais où en gros, elle propose aux gens de venir et de parler d'un projet musical. Et c'est juste une discussion comme ça sur un album qui est sorti, c'est trop cool. Mais moi, j'ai un peu envie de donner la parole aux femmes et aux personnes non binaires. En vrai, minorité de genre dans l'industrie musicale, il faut y aller là. C'est notre moment, ça commence enfin à se réveiller, et il faut qu'on prenne la place. Donc, bah, toutes ces personnes-là. Après, Amélie Roca, qui est aussi chef de projet, qui a ouvert un Stopstack récemment, qui est aussi DJ, elle est trop cool, c'est une bonne copine à moi. Célia, qui devient influenceuse, enfin créatrice de contenu plutôt sur la musique. Je crois qu'elle s'appelle Célia MP3 sur les réseaux, mais peut-être que je dis des bêtises. Enfin, il y a tellement de gens super doués à qui il faudrait donner la parole, en vrai. C'est le moment, là, faut y aller. C'est le moment. Et ben, écoute, en plus, tu as la chance, enfin, le privilège, que dis-je, de clôturer cette saison 1. Donc, peut-être que dans la saison 2, on retrouvera une des personnes que tu nous as citées. Ce Super. sera peut-être avec grand plaisir. Voilà. Peut-être qu'à un moment, il faudra t'interviewer toi aussi. Et ben, écoute, j'attends les propositions. Super, écoute, je vous montre un podcast juste pour t'interviewer. Grand plaisir. Et ben, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps Merci à toi. pour cette interview. Et quant à Bright. Tu viens de terminer un épisode de Bright, le podcast lumineux d'intérêt musical. La saison 1 se termine ici, mais l'aventure continue. Merci d'avoir été là pour chaque épisode de cette première saison. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à suivre Bright sur les réseaux sociaux et à partager le projet autour de vous. À très vite!